Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite du cours de la métrologie. On a vu ensemble le calcul des cotes usinées. On a vu comment apprenait à calculer une cote max, min, moyenne, lit. Euh, et ben c'est bien, mais maintenant, il va falloir être capable de vérifier, de contrôler sur notre machine ou en dehors de la machine si les exigences du client, du contrat de phase, du dessin de définition sont respectées. Donc la difficulté en mécanique, c'est que par rapport à d'autres corps de métier, je pense à un maçon par exemple qui a des intervalles de tolérance très larges, c'est très facile avec un mètre d'aller vérifier si sa cote est un mètre ruban, si sa cote est bonne ou pas, si on est dans l'intervalle de tolérance ou pas. Nous, la difficulté, c'est qu'on a vous avez vu des cotes avec des intervalles de tolérance très précis, ça peut aller jusqu'au micron. Alors nous on travaillera pas au micron dans nos ateliers, mais dans l'industrie vous pourrez avoir des cotes avec des IT au micron, et du coup la difficulté c'est d'aller vérifier que que la cote soit correcte ou pas. Ce chapitre c'est mesure et contrôle des spécifications dimensionnelles et non pas géométriques comme c'est marqué. Dimensionnel, c'est juste des dimensions, des diamètres, des longueurs, des épaisseurs, etc. Alors que les spécifications géométriques, je vous rappelle que c'est des tolérances type parallélisme, perpendicularité, coaxialité, etc. etc. Alors, mesurage et contrôle. Pourquoi le mesurage, virgule, le contrôle? Petite introduction de façon plus générale. Qu'est-ce qu'on appelle contrôle? Un contrôle, c'est quand on vérifie la conformité de quelque chose. Donc, je m'explique. Par exemple, vous avez appris à calculer des cotes max, min, moyenne et un IT. Donc, quand vous avez une valeur, que vous êtes avec votre pied à coulisse, vous mesurez une cote, une valeur, et vous allez vérifier que cette valeur, elle soit bien comprise entre la cote maximum à ne pas dépasser et la cote mini. Vous allez contrôler la conformité de la cote. Mais on va pas, on ne peut pas, on n'est pas obligé de contrôler que des valeurs. Je m'explique. On peut aussi faire du contrôle. Dans certaines entreprises, on demande aux employés sur des pièces qui ont été faites en plastique, vous savez, en ce qu'on appelle, alors là c'était une technique de thermoformage, donc peu importe, ce sont des pièces qui sont faites en plastique, et l'employé va devoir contrôler donc visuellement avec ses yeux, va devoir regarder la pièce et dire si c'est conforme aux attentes du client ou pas. Alors ça peut être une conformité de couleur, c'est-à-dire que la couleur est à peu près ressemblante à un blanc cassé. Ça peut être un contrôle visuel sur qu'il n'y ait pas de défaut de petites bosses, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le contrôle, c'est pas uniquement un contrôle dimensionnel, ça peut être plein d'autres choses. Mais nous, bien entendu, dans l'atelier, on va vraiment s'attarder sur le contrôle dimensionnel. Alors, petite parenthèse encore, on parle de mesurage de contrôle. Donc, contrôle, vous l'avez compris, on vérifie la conformité de quelque chose. Par contre, mesurage, donc c'est vraiment là une action. L'objectif, c'est de mesurer des longueurs, des dimensions, des diamètres. Euh, on va voir comment on peut faire pour obtenir des valeurs de mesurage. Euh, le mesurage, on vous dit, c'est l'ensemble des opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur. Donc, une grandeur, sous-entendu une cote, un diamètre, etc. Alors, voyez le contrôle, action de mesurer, examiner, essayer, passer au crible, au calibre, pardon, une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou d'un service et de les comparer aux exigences spécifiées en vue d'en établir la conformité. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que en fait le contrôle englobe le mesurage. C'est quand on fait du mesurage, on fait forcément du contrôle. Ensuite, métrologie. La métrologie, c'est la science des mesures. Dès qu'on parle de métrologie, c'est qu'on va s'attaquer à mesurer quelque chose. Donc bien entendu, l'unité principale chez nous, ça sera le millimètre. Voilà. Alors on va peut-être parler, pas tout de suite, de contrôle par attribut, je vous en parlerai plus tard, je vous expliquerai la différence entre contrôle par attribut et contrôle. Et mesurage, pardon. Ensuite, les différentes situations possibles du contrôle dans une chaîne de production. Donc vous voyez, là on a un petit schéma, on a élaboration d'une pièce brute.
Donc on parle pour cette pièce brute, là, la petite flèche, elle montre de contrôle de réception. On peut imaginer que dans une entreprise, on achète de la matière brute, que ce soit sous forme de pièces qui viennent de fonderie ou même de, bas, de, de ronds et de carrés standards, la même chose qu'on a nous au lycée, et on pourrait très bien imaginer contrôler ces pièces à la réception. C'est-à-dire, nous, ben, ce qu'on achète aux clients, on le vérifie. Alors, nous, on ne le fait pas au lycée. Les entreprises évitent de le faire parce que ça leur coûte cher. Euh, avec avec les normes qualité, en général, elles ont pas à le faire. Alors, vous voyez dans le carré grisé, là par contre, on va parler de valeur ajoutée au produit. Donc, c'est tout ce qui va être fait dans l'entreprise, toutes les opérations d'usinage nous concernant. Et là, on imagine beaucoup des contrôles en cours de formation, en cours de fabrication, pardon. Donc, pendant la fabrication d'une pièce, on peut imaginer une pièce qui passe sur différents postes de travail. Et ben, cette pièce, on va la contrôler à chaque poste de travail. C'est possible. Ou la contrôler qu'à un poste de travail sur deux, ou justement, on peut faire aussi que du contrôle final. C'est-à-dire qu'on contrôle à la fin. Une fois que toute la pièce est finie, toutes les opérations ont été faites dessus. Donc on verra par la suite. En général, on ne le fait pas. Ça que du contrôle final. Voilà les types de contrôle. Alors, le contrôle de réception, bah, c'est ce que je vous ai dit, effectué à la réception du produit. Euh, Ensuite, contrôle en cours de fabrication. C'est un contrôle qui s'effectue en général, par contre, directement sur le poste de travail chez nous. Et ça concerne toutes les étapes ou quelques étapes de fabrication du produit. Le contrôle final, c'est à la fin. Ça, l'avantage qu'il a, lui, c'est que quand on fait un contrôle final, ça évite de faire partir des pièces mauvaises dans les entreprises. Ça c'est bien. Par contre, une petite remarque, si dans une entreprise on faisait que du contrôle final, ça peut être très problématique parce que imaginons qu'une pièce pour la faire, il faut qu'elle passe sur plusieurs postes de travail. Si on attend la fin pour la contrôler et qu'on se rend compte qu'à la fin ben, qu'il y a un problème dessus et que ce problème il remonte en fait au premier poste de travail, ben, derrière on aura fait tout du travail pour rien. Donc en général c'est le contrôle final, il est plus pour garantir vraiment la conformité d'un produit, faire une deuxième vérification si vous préférez. On ne se contente pas que de ça en général. Alors, les différents types de contrôle, on a contrôle à 100% et contrôle par échantillonnage. Donc à 100%, ça veut dire que toutes les pièces qu'on fabrique, on contrôle toutes les valeurs. Ou tout ou partie des valeurs. En général, c'est vrai que toutes les valeurs ne sont pas contrôlées, c'est plus les valeurs importantes, les codes qui sont importantes. Donc on va contrôler toutes les codes. Donc l'avantage, ben, c'est que on ne fait pas partir de pièces défectueuses chez le client, et ça c'est très très important. Par contre l'inconvénient, mais c'est que ça demande du temps et du coup ça coûte. Alors il y a une autre technique. Là, c'est assez simplifié. On va parler de contrôle par échantillonnage. Ben, on va se contenter de contrôler que une pièce sur 10, une pièce sur 100. Je donne des exemples. Vous voyez, on ne contrôle pas toutes les pièces. À partir du moment où on en contrôle une sur 10, par exemple, on estime que toutes les autres qui sont entre deux, qui n'ont pas été contrôlées sont justes. Voilà. Il y a même des outils pour gérer ça. Ben là, vous le verrez plus en terminale, ce qu'on appelle l'élaboration de cartes de contrôle qui servent justement à faire du contrôle comme ça par échantillonnage et faire en sorte qu'en vérifiant quelques pièces seulement, ben, on s'assure que le reste des pièces sont bonnes. C'est ce qu'on appelle justement contrôle statistique. Alors, pièce bonne ou mauvaise, bah là vous connaissez ça, on l'a déjà vu, une pièce elle est bonne si chez nous très très simplement, si la valeur qu'on mesure, elle est comprise entre la cote maximum et la cote minimum. Voilà. Voilà. Donc si elle est dans l'IT. Alors, la mesure. La mesure sert à chiffrer ou à quantifier une grandeur d'un élément par comparaison avec une grandeur de même catégorie, par unité de référence. Donc c'est l'exemple du réglet. Pour mesurer, vous prenez un élément de comparaison, c'est-à-dire le réglet, vous allez l'amener près de ce que vous voulez mesurer, et vous allez dire directement sur la règle la valeur.
Donc le principe, la grandeur à contrôler est mesurée à l'aide d'un instrument de mesure. L'opérateur vérifie que le résultat de la mesure est effectué, y compris dans la valeur, entre la valeur mini et maxi imposée par les spécifications. Donc l'avantage, c'est qu'on connaît la valeur exacte de ce qu'on mesure. Donc la mesure, l'avantage, la mesure permet de suivre l'évolution d'une fabrication et le réglage des machines pour obtenir une cote bonne. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que quand on va fabriquer des pièces sur machine, quand on va régler une machine, eh ben, avec la mesure, on va pouvoir savoir précisément quelle valeur on a, et du coup, si c'est pas tout à fait bon, on va pouvoir vraiment ajuster au mieux. Alors que vous verrez, quand on va parler de contrôle, quand on fait du contrôle, on peut faire des contrôles de cote, c'est-à-dire savoir si une cote est bonne ou pas, mais on ne sait pas combien elle est précisément. Et ben là, c'est plus délicat pour régler une machine. L'inconvénient, c'est que c'est coûteux et long à mettre en œuvre. Effectivement, c'est coûteux parce que les instruments utilisés, ils coûtent cher. Donc rien que ça influe le prix. Et puis surtout, les instruments, vous verrez, ils sont pas très simples à utiliser. Et du coup, tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde. Plus les valeurs sont précises, plus on cherche à avoir une mesure précise, plus on va utiliser des instruments de mesure précis, et plus ça va demander des compétences et du savoir-faire pour l'utiliser. Et compétences et savoir-faire, je vous rappelle que plus on a des compétences et plus on a de savoir-faire dans une entreprise, plus mieux on est payé. Donc du coup, on coûte plus cher à l'entreprise. Alors, le contrôle. On aurait peut-être dû mettre... Donc c'est contrôle qui permet de chiffrer ou de quantifier une grandeur d'un élément. Il permet de s'assurer si la valeur réelle de la grandeur est bien comprise entre deux valeurs limite et maxi. Principe, la grandeur à contrôler n'est pas mesurée. Le résultat du contrôle est du type tout ou rien. On sait juste si c'est bon ou pas bon quand on fait du contrôle. Hein. Donc la grandeur est vérifiée, simplement déclarée conforme ou non. Alors l'avantage et l'inconvénient, c'est rapide et adapté aux fabrications en grande série. Facilement automatisable. Coût de mise en œuvre moins élevé pour la série. Ça, c'est les avantages. Par contre, je rajouterais là, c'est pas marqué, mais en inconvénient, on pourrait dire que l'inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas la valeur précise. On sait si c'est bon ou pas bon. Et je vous dis, quand on fait du réglage machine, on a besoin de connaître la valeur. Alors, c'est ce que c'est marqué en remarque, l'opérateur ne connaît pas la dimension exacte. L'autre inconvénient, il faut avoir le matériel adapté à chaque spécification, c'est-à-dire que quand on... Là, vous avez la photo d'un tampon qui permet de contrôler le diamètre d'un alésage. Hein, un diamètre avec une cote max, une cote min. Donc, quand on va utiliser ça, on va savoir si la cote est bonne ou pas bonne, mais on ne connaîtra pas la valeur précise. Et du coup, ce tampon va s'adapter à une seule cote seulement. Or, quand on est dans un atelier, on ne fait jamais tout le temps les mêmes cotes. Il y a beaucoup de variations. C'est jamais les mêmes cotes qu'on fabrique. Donc du coup, ça s'adapte pas. C'est pas bien pour ça. Donc, je rappelle, ça c'est employé essentiellement pour la série. Alors, du coup, avant de passer à la suite, peut-être essayer de vous expliquer un peu simplement la différence entre ce type de contrôle on l'a pas marqué, mais en réalité il s'appelle par attribut, ça sera dit plus tard, entre le contrôle par attribut, avec un tampon comme ça, et du mesurage. Donc dans les deux cas, on va contrôler quelque chose, vérifier si c'est conforme ou non. Ça, on est d'accord. Mais il y en a un, on fait de la mesure, et l'autre du contrôle par attribut. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple que je donne souvent pour vous montrer la différence. On va s'imaginer une situation. Imaginons que vous soyez un recruteur pour l'armée de l'air et que vous recrutez de recruteurs, donc c'est vous qui avez décidé de prendre ou pas des pilotes de chasse. Or, pour être pilote de chasse, je ne le certifie pas, mais il me semble qu'il ne faut pas être trop petit et pas être trop grand. Sinon, on ne rentre pas dans les avions. Donc, imaginons que la taille mini, ça soit 1m70. Il faut forcément faire donc au-dessus de 1m70. Si on fait 1m60, on n'est pas bon, on n'est pas pris. Et puis, il ne faut pas faire au-dessus d'1m90. D'accord? Donc, en gros, il faut être entre 1m70, ça c'est notre cote mini, et notre cote maxi, c'est 1m90. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Le premier jour, vous recevez des candidats. Et puis, vous avez un mètre ruban. Alors, vous utilisez ce mètre ruban, vous faites
tous les candidats, vous les mettrez contre un mur, et puis le premier arrive, vous le mesurez, vous notez sa taille, 1m82, 1m82 c'est bon, le suivant, vous mesurez sa taille, 1m93, mesurer 1m93, c'est pas bon, refusez, etc. Ça, c'est le premier jour. Donc là, vous faites vraiment de la mesure, vous avez la dimension exacte du candidat, donc, et vous êtes capable de dire s'il est bon ou pas bon. Le deuxième jour, vous avez toujours des candidats à vérifier, et puis vous vous rendez compte que vous avez oublié votre mètre. Alors comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas connaître la mesure du candidat. Mais par contre, vous savez qu'il y a deux gardes là qui sont à l'entrée de votre stand, et ces deux gardes, vous les connaissez très bien, et vous savez qu'il y en a un qui fait 1m70, c'est sa taille, et son copain il fait 1m90. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les faire rentrer dans votre salle là, et puis vous allez faire rentrer les candidats. Et chaque candidat, vous allez mettre le candidat entre les deux gardes. Et du coup, vous regarderez, vous allez voir que entre ces deux candidats, si le candidat est entre les deux, c'est que c'est bon, puisqu'il sera forcément entre celui qui fait 1m70 et 1m90. Donc ça sera bon. Imaginons qu'il y a un candidat qui soit plus petit que le plus petit, ça veut dire qu'il est même en dessous d'1m70. Et si vous avez un candidat qui est plus grand que le plus grand des deux gardes, c'est qu'il est au-dessus des 1m90, donc ça ne sera pas bon. Donc dans ce cas-là, vous êtes capable de vérifier si le candidat, vous pouvez le prendre ou pas, si c'est conforme ou non. Par contre, le problème, c'est que vous ne connaissez pas sa taille. Mais vous êtes capable de vérifier si c'est bon ou pas bon. Voilà. Donc j'ai un peu simplifié la chose, mais c'est ça. Le contrôle par attribut, ce qu'on appelle le contrôle par attribut, on sait si bon ou c'est pas bon. Par contre, on ne connaît pas la valeur. Alors, la suite. Alors, les éléments de métrologie... qu'est-ce qu'on a? Donc méthode de contrôle. Donc là, on va parler de méthode de contrôle par comparaison. Donc c'est ce qu'on vient de parler. Ensuite, on a de la mesure directe avec par exemple un pied à coulisse ou un réglet. On a de la mesure et en plus elle est directe. On peut aussi faire de la mesure indirecte. Donc vous allez voir, on utilise un instrument de mesure, par exemple le comparateur, et grâce à ce comparateur, on obtient une valeur, mais cette fois de façon indirecte. Tiens, la mesure indirecte, ça pourrait être, imaginons, revenons sur notre exemple d'avant, avec nos deux candidats. Il y en a un plus grand que l'autre. Vous faites rentrer un candidat, il y a le garde. Toujours le même cas de figure. Un garde à 1m70, un garde à 1m90. Vous faites rentrer un candidat. Donc, vous le mettez entre les deux, et bien sûr, vous avez oublié votre mètre ruban. Par contre, vous avez un réglet. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Un réglet, c'est petit, ça fait que 20 cm. Et vous allez pouvoir mettre le candidat au milieu, et puis mesurer la différence qu'il y a entre le petit candidat et le petit garde et votre candidat. Imaginons que vous trouviez 11 cm, c'est-à-dire que vous direz, oui, il y en a un qui fait 1m70, c'était mon garde. S'il y a une différence de 11 cm, ça veut dire que le candidat, il fait 1m81. Voilà. Ça, c'est de la mesure indirecte. Vous avez bien fait de la mesure, mais vous n'avez pas la valeur directement. Alors, la mesure directe, réglet, principe, on détermine la valeur de la cote, et puis on situe directement entre la cote max, cote mi. On est capable de voir directement si c'est bon ou pas. Alors, l'emploi pour toutes les cotes quelconques et ISO, pour lesquelles la création de calibre serait trop onéreuse. Pour effectuer les réglages, ça c'est ce que je vous ai dit, c'est bien pour effectuer les réglages. Et création de calibre, alors les calibres c'est ce qu'on a vu, c'est l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, là, le calibre qui permet de mesurer un alisage. Alors, donc ici, vous voyez, contrôle par mesure directe. Nous, alors, dans un atelier de mécanique, déjà au sein du lycée du Greta à la Villefranche, on va utiliser les deux principaux types d'appareils de mesure directe. Ce sont les appareils à coulisses et les appareils à vis micrométrique. C'est marqué micrométrique, mais on peut dire vis micrométrique. Donc à gauche, là, vous avez un pied à coulisses. Alors celui-là, c'est vrai que c'est celui que vous utiliserez 8 fois sur 10, c'est celui que vous allez utiliser. Avec ça, vous allez voir que c'est le plus polyvalent. Alors pourquoi on dit à coulisses? Parce que
L'appareil est constitué de deux becs, on va le redéfinir tout à l'heure, et puis il y a une partie fixe et une partie mobile. Et la partie mobile coulisse sur la partie fixe sur une règle, donc c'est une coulisse. Et le deuxième, eh ben les appareils à vis micrométrique, eux, ce sont des appareils où il y a c'est un système vis-écrou. Vous savez, une vis qui tourne, vous faites tourner une vis et puis du coup il y a un écrou qui se déplace. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est la précision. Tout simplement, il y en a un qui est beaucoup plus précis que l'autre, c'est-à-dire les appareils à vis micrométrique, on peut obtenir des valeurs plus précises. Ça, on verra par la suite, il y a un cours qui s'occupe de parler de ça, justement. Hein. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Voilà. Mais je dis juste que c'est les deux principaux qu'il faudra utiliser dans l'atelier. Et on va en reparler après. Alors, la mesure par comparaison, eh ben, comparer la cote de la pièce aux cotes d'un étalon ayant les dimensions mini et maxi imposées par le dessin et la forme adaptée à l'élément contrôlé. Vous voyez, c'est ces fameux tampons. Par exemple, là, on a un tampon lisse double. Donc, il y a pour une cote, là, on voit le premier à gauche. C'est pour mesurer un alésage, d'accord? En gros, un trou. 45 H7. Ça, ce tampon, il peut faire que cette cote. Si vous avez un 46 H7, vous ne pouvez pas utiliser ce tampon. Hein. Donc, autant vous dire qu'il en faut un paquet pour pouvoir faire toutes les cotes possibles et inimaginables. Alors, ici vous avez 0 et là plus 25 de mémoire, donc on est en micron. C'est-à-dire qu'ici vous avez ce diamètre est à 45 piles et l'autre à 45 0,25. Donc, vous voyez, là il y a une bague rouge. Ça veut dire que ce côté ne doit pas rentrer dans l'alésage et celui-là doit rentrer. Si les deux rentrent, eh ben c'est que c'est mort. Et si celui-là, alors il doit jamais rentrer, mais si celui de gauche à 45 ne rentre pas aussi, c'est que c'est pas bon, on est trop petit. Voilà. D'accord? Il faut que celui-là de gauche rentre et celui-là de droite ne rentre pas. Et là, ça veut dire que la cote est conforme. Combien? On ne sait pas, mais on sait que c'est bon. Donc de la même façon, vous en avez pour vérifier des taraudages, des filetages ici, des calibres à mâchoire, c'est pour vérifier des cotes extérieures, des diamètres extérieurs. Et enfin, des tampons spéciaux. Tampons spéciaux, c'est dire on fait fabriquer sur mesure pour une fabrication bien particulière. Donc l'avantage par contre de ces systèmes ces tampons, ces calibres, etc., c'est que c'est utilisable par beaucoup de monde. C'est-à-dire que ça ne demande pas de compétences. C'est très simple à utiliser. Et du coup, en fait, un opérateur qui n'a pas beaucoup de compétences sur une machine peut les utiliser. C'est très simple d'utilisation. Et attention, ne croyez pas que c'est parce que c'est des tampons que ça fait du contrôle que ce n'est pas précis. Faut pas mélanger, faut pas confondre. Vous voyez, on voit par exemple le tampon 45H7, il est capable de mesurer du H7, c'est précis, la qualité 7, donc c'est précis. Ça, hein, faut pas confondre. Souvent, on pense que comme c'est du contrôle, par comparaison, bon, c'est pas précis. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Ce tampon lisse double, là, il est beaucoup plus précis qu'un réglet, par exemple. Un réglet, c'est pas précis du tout. Or, un réglet fait de la mesure. Donc, mélangez pas mesure et... alors, mesure par comparaison, mesure par comparaison, comme ça. Ne confondez pas les deux, ok? Alors, contrôle par mesure indirecte. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est l'histoire de mon garde et de mon candidat. Et l'idée, c'est d'aller mesurer la différence de taille entre ces deux. Donc, on va faire de la mesure et on va mesurer, là, dans le cas de mon candidat, la distance entre mon candidat et le garde, et on va avoir une valeur, et cette valeur, on va l'ajouter au garde. Ou on pourrait la soustraire, on pourrait faire l'inverse. On aurait pu prendre dans mon exemple, mesurer la distance entre mon candidat et le garde le plus grand. Et dans ce cas-là, on fait 1m90 moins 9 cm pour trouver la valeur. Donc là, dans notre cas de figure, le comparateur, ça remplace le réglet dans notre exemple. On va utiliser souvent pour faire de la mesure indirecte, on utilisera un comparateur. Donc soit normal, soit un comparateur
à levier comme on voit en bas à gauche ici là. Ça c'est un comparateur à levier, ça c'est un cadran anormal. Et puis à chaque fois, donc là il y a un schéma de principe en haut, à chaque fois on va utiliser de l'étalon. D'accord? On va comparer on va faire une mesure indirecte entre notre cote usinée et un étalon. Alors l'étalon, on va souvent utiliser l'étalon, c'est le garde, hein, vous vous rappelez? Donc l'étalon, on va souvent utiliser ce qu'on appelle des cales étalons. Je vous les présenterai tout à l'heure. C'est des cales très précises. Voilà. Bon là, il y a d'autres comparateurs. Nous, on n'en a pas ça en atelier. Vous en verrez peut-être en entreprise. Allez, des propriétés des instruments de mesure, ça c'est intéressant. Donc là, je vous ai mis quelques propriétés, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais là, on va rester simple et c'est les principales. Donc on va parler d'étendue, de sensibilité, de justesse, de fidélité, de précision ou exactitude. On aurait pu mettre exactitude et résolution. Alors l'étendue, c'est quoi? C'est la plus grande, alors il manque le plus, c'est la plus grande, la valeur la plus grande. Attendez, c'est la grandeur entre la... Pardon, c'est moi, je m'embrouille. C'est la grandeur entre la plus grande et la plus petite que l'on peut donner à l'appareil. Prenons un exemple, notre réglet. Et votre réglet, il fait pas 10 mètres de long, hein. En général, ils font 20 cm, donc 200 mm, d'accord? Donc, il est capable de mesurer alors, des valeurs petites, je pense, en dessous d'un millimètre, c'est compliqué, hein. Allez, jusqu'à 0,5 mm, vous pourrez mesurer, si vous avez des yeux qui sont bien affûtés. Et puis au-dessus de 200 mm, c'est pareil, vous n'y arriverez pas puisqu'il n'y a plus de graduation. Donc ça, c'est son étendue. On va dire que le réglet, c'est un 0,200 mm. Alors par exemple, vos pieds à coulisses, ce sont aussi des 0,200 mm. Voilà. Alors, sensibilité. C'est le rapport entre les déplacements constatés sur la graduation de l'appareil de mesure et les écarts réels correspondant sur les pièces mesurées. Donc ça, on comprend bien sur un comparateur. Le comparateur, vous voyez, on agit sur la petite tige ici, elle monte et elle descend, cette petite tige. Et du coup, le fait de la faire monter, imaginons qu'on prend notre doigt délicatement, on la fait monter, ça va faire bouger l'aiguille. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour une variation de 0,01 mm sur la pièce, imaginons que l'aiguille se déplace d'un centième de millimètre, et ben en fait l'aiguille elle va varier de plus, parce que si elle se déplaçait, s'il y avait une rotation seulement un déplacement de 1 centième, nous on le verrait pas à l'œil. Donc du coup on amplifie son mouvement. C'est pour ça qu'on parle de sensibilité, c'est beaucoup plus facile après à lire. Alors, la justesse. La justesse, c'est l'aptitude de l'appareil à donner des mesures proches de la réalité. C'est-à-dire proche de la réalité, c'est-à-dire la valeur vraie en réalité, la vraie valeur. D'accord? Donc, un pied à coulisse donne une valeur de 12,92 pour une pièce qui mesure en réalité 12,90. La fidélité. Alors, c'est l'aptitude d'un appareil de mesure à donner des valeurs concordantes entre elles lorsqu'on effectue une série de mesures sur une même grandeur. En fait, imaginons que vous avez une valeur à mesurer. Et vous prenez votre pied à coulisse et vous la mesurez 10 fois cette valeur. Il y a de fortes chances qu'en fait vous ne trouveriez pas à chaque fois tout à fait la même valeur. Vous aurez une petite différence. Et ça, c'est la fidélité. Un appareil qui est fidèle, c'est un appareil qui va reproduire à chaque mesure, qui va vous donner la même valeur. Même si c'est faux, à la rigueur, même si on n'est pas juste, justement, même si on n'est pas proche de la réalité, par contre, il est proche de la valeur. La fidélité, c'est-à-dire qu'on a toujours la même valeur. C'est un peu comme quand vous jouez aux fléchettes, vous savez, vous devez viser le centre. Ça, imaginons que c'est la valeur vraie. Quand vous êtes dans le centre, vous avez mesuré la valeur vraie. Mais quand vous jouez plusieurs fléchettes, même si vous n'êtes pas dans le centre et que toutes vos fléchettes, on dit qu'elles sont groupées, elles sont les unes à côté des autres. Ça, en réalité, quand on joue aux fléchettes, c'est bien. Parce qu'en fait, plus on tire groupé, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'il suffit de se dérégler un peu pour aller viser le centre, et après on visera toujours le centre. Alors que quand on tire une fois au centre, une fois complètement à gauche, complètement à droite, et là la fidélité n'est pas bonne dans votre tir, et là c'est pas forcément bon. Et là c'est pareil pour un instrument de mesure.
Alors, du coup, on en vient à la précision. La précision, on parle aussi d'exactitude. Bah, c'est l'addition de la justesse et de la fidélité. Regardez, je vous ai mis un petit schéma ici là, avec des ronds. Vous voyez, qui regroupe, on comprendra mieux. Fidélité, vous voyez, c'est toutes les valeurs. Alors, la valeur vraie, elle est au milieu là, hein, du cercle. Donc, plus on s'approche du centre du cercle, plus notre mesure est vraie. Mais là, vous voyez, les mesures sont pas bonnes, sont loin de la valeur vraie, je veux dire, mais par contre, elles sont toutes les unes à côté des autres. Alors que là, à la rigueur, on est plus proche du centre, les valeurs qu'on mesure sont plus justes, par contre, d'une valeur à l'autre, eh ben, on est loin. Et l'exactitude, bah, c'est quoi? Bah, c'est quand on a un appareil fidèle et qu'en plus il est juste, c'est le top quoi. Et là, vous voyez, toutes les valeurs sont près du centre. La résolution, c'est quoi? C'est la résolution d'un appareil de mesure est la plus petite graduation de l'appareil. Bah, en fait, par exemple, votre pied à coulisse, il a un affichage, donc il affiche par exemple 10,01. D'accord? Et ben, la petite résolution, c'est le 0,01. C'est la plus petite graduation qu'il a. C'est-à-dire qu'il peut vous afficher des valeurs au centième de millimètre. Voilà. Alors là, on vous a mis pied à coulisse au 50e, c'est 0,02 mm. Ça, c'est les anciens pieds à coulisse, les conventionnels, avec des valeurs quand on lit directement sur la règle. Ceux qui n'ont pas l'affichage digital. Voilà. Alors le test, bah, je vous laisserai le faire. Hein. Alors, on reparle des instruments à mesure du règle. Donc le pied à coulisse, on vous le représente. Hein. On parle de 1/50e pour les anciens pieds à coulisse. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est ce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Vous avez un bec fixe, un bec mobile, une règle, un échelle de vernier, des vis de réglage et puis le vernier. Je vais pas m'attarder dessus parce que ça, j'ai des vidéos vous regarderez des vidéos qui présentent ces appareils et qui vous expliquent comment on s'en sert. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, des mesures intérieures, des mesures extérieures. Très honnêtement, c'est le plus polyvalent dans l'atelier. C'est celui que vous serez amené à utiliser le plus souvent. Donc pour l'utilisation propre de l'appareil, vous regarderez les vidéos qui expliquent comment on fait et puis surtout le soin qu'on doit apporter à la mesure. La jauge de profondeur, donc sur le principe d'un pied à coulisse, c'est un instrument à coulisse, jauge de profondeur, on va pouvoir mesurer des profondeurs. Donc c'est exactement le même système. Hein. Donc là, je passe. On va voir ensuite. Bah là, il y a des règles, des exercices de lecture. On va pas les faire ensemble, c'est pas l'objectif du cours. Donc c'est pour apprendre à lire sur les anciens instruments, les anciens pieds à coulisse par exemple. Hein. Donc là, il y a l'explication, il y a des exercices à faire, vous pourrez le faire, on le fera ensemble de toute façon. Et puis quoi qu'il advienne, si vous n'y arrivez pas, il y a des vidéos qui pourront vous aider à le faire. Juste une chose, c'est vrai qu'actuellement dans les ateliers, on n'utilise plus beaucoup ces pieds à coulisses, hein. C'est ce que j'appelle des pieds à coulisses conventionnels. On utilise beaucoup des digitaux, ça facilite la lecture, comme celui que vous avez. Par contre, faut savoir le faire. Je vous explique. Même si dans les entreprises, ils ont tous des digitaux comme nous, il se peut qu'ils en aient encore des vieux. Pourquoi? Je donne notre exemple à nous dans notre atelier. On a un pied à coulisse détendu justement 0 à 500 mm, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des mesures jusqu'à 50 cm. Donc on n'en a qu'un, et ce pied à coulisse, il est à lecture conventionnelle comme ça, avec une règle à l'ancienne, et du coup on s'en sert très rarement. Donc du coup, on va pas racheter un pied à coulisse digital de 0 à 500 mm, parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher, ouais, ce type d'appareil. Et comme on en a besoin qu'une ou deux fois par an, il n'y a pas d'intérêt de le changer. Donc du coup, il faut savoir le faire. Et accessoirement, croyez pas, c'est pas parce qu'ils sont à lecture conventionnelle comme ceci qu'ils ne sont pas précis. Hein. Ils sont aussi précis que les nouveaux. Ça n'a rien à voir. Donc ça, on passe. Alors, ensuite, les instruments de mesure à vis micrométrique, type micromètre. Donc, vous voyez, déjà, il y a une erreur là. C'est le dessin d'un pied à coulisse, quoi. C'est une photo. C'est pas ça. Hein. C'est ça, un micromètre. En fait, qu'est-ce qu'il a... Je vous ai dit comment ça se passe. Cet instrument, ben, c'est un système vis-écrou. Vous tournez ici une vis.
Et du coup, cette vis va avancer là, par rapport à l'écrou ici qui est fixe. Et du coup, c'est le principe du pas de vis. Hein, vous savez peut-être, ou vous ne savez pas encore, que c'est quoi le système vis-écrou. Quand vous avez une vis avec un écrou, quand vous faites un tour de vis, la vis se déplace de la valeur du pas de vis. Le pas de vis, c'est la distance entre les sommets de la vis. Les sommets, c'est les petites montagnes que font les vis. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Sachez juste que ces instruments sont plus précis que les pieds à coulisses. Ça, c'est la première chose. Qu'ils ont l'avantage d'avoir au bout là, un système à friction, une molette, un limiteur de coupe, c'est marqué ici. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un petit claquement quand on va commencer à toucher la pièce. Et il y a un petit système dynamométrique qui fait qu'on va toujours serrer avec la même force. Et du coup, en fait, cet instrument aura une justesse bien meilleure que le pied à coulisses. Parce que votre pied à coulisses, le problème, alors ça demande du temps, c'est qu'en général, plus on quand on appuie plus ou moins fort, la valeur elle change. Et ça, ça s'apprend, c'est de la maîtrise, c'est du doigté, etc. Donc c'est là-dessus, le pied à coulisses est plus délicat à utiliser que le micromètre. Donc le micromètre, il a cet avantage, c'est qu'au moins il a une justesse. À chaque mesure, on serre avec la même force. Donc du coup, il va être plus juste. Par contre, donc un des inconvénients, c'est que l'étendue de ces appareils est beaucoup plus limitée. Donc par exemple ici on voit l'étendue pour celui-là c'est du 0,25. Vous voyez il va faire que des mesures entre 0 et 25 mm. Et ça c'est que pour des mesures de cote extérieure. Donc si on veut aller jusqu'à 200 il en faudra un petit paquet, il en faudra au moins 8. Et c'est encore pire dans les alésomètres qu'on va voir après. Hein. Donc ça c'est pareil, je m'attarde pas trop, il y a des vidéos qui présentent ces instruments. Donc de la même façon que vous aviez le micromètre d'extérieur micrométrique, voilà, vous avez des jauges de profondeur micrométrique, toujours sur le même principe, toujours les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Vous avez alors, jauge micrométrique d'intérieur, ça c'est pour des rainures comme ça, etc. Vous avez des alésomètres, alors micromètre d'intérieur 3 touches, c'est pour mesurer des diamètres intérieurs. Donc ça c'est bien, c'est précis, il y a le limiteur de coupe comme tout à l'heure. Par contre l'inconvénient c'est qu'en plus cela, les plages d'utilisation, elles sont encore plus restreintes. En général, ça va varier. Un appareil il va avoir une étendue de 5 mm. Donc ça veut dire que peut-être qu'un alésomètre il va faire des mesures entre 15 et 20 mm. Voilà. Peut-être un peu plus, des fois on peut changer les touches au bout, on arrive à 10 mm, mais voilà quoi, il en faut beaucoup pour pouvoir mesurer des codes de 0 à 100 mm, il en faut beaucoup. Et en plus, du coup, c'est très cher. Alors là, par contre, un appareil à lésomètre comme ça vaut très cher. Par contre, c'est précis. Donc, principe d'utilisation et de lecture, on s'attarde pas dessus, là, c'est pas le sujet. Il y a des vidéos et on le fait et il y a des vidéos qui présentent ça, donc c'est pas la peine. Les calibres de contrôle, on l'a vu tout à l'heure, hein, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, hein, je vous ai expliqué comment ça marchait. Vous avez une cote au milieu, vous voyez. On a ici la cote mini avec l'écart mini, l'écart maxi à droite. Donc le côté où il y a l'écart mini, faut que ça rentre dans l'alésage. Et le côté où il n'y a pas, c'est le contraire. De la même façon, vous avez des bagues. En bas, alors là, il y a un souci sur mon PDF, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des bagues, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pour des arbres. Hein. Même principe, hein. Il faut qu'il y ait un côté qui rentre, qui n'entre pas. Voilà. Donc, jauge plate double, calibre à mâchoire opposée, calibre à mâchoire à l'enfilade. Alors, enfilade, c'est que on doit rentrer jusqu'au milieu et après, ça ne doit plus rentrer. Et en fait, c'est 2 en 1. Celui-là, il fait tout. Il y a pas 2 côtés comme à celui du haut. Bon, il y en a plein, hein. Je ne vais pas tous vous présenter pour les taraudages, pour les vis, là c'est pas le but. Voilà. Alors, ensuite, les instruments à mesure du règle, je vous ai présenté sommairement le comparateur. Bon ben voilà, hein, le principe du comparateur, il y a une tige qui monte et qui descend et du coup ça fait bouger l'aiguille. Et vous voyez l'affichage, alors ici vous êtes à 0 et l'aiguille va bouger, va vous donner par exemple si elle était à 0, si elle va à 10, si ça, on voit la résolution là, c'est de 0,01, c'est-à-dire qu'une graduation, c'est 1 centième. Si vous êtes allé de 0 à 10, vous êtes 10 fois 1 centième, vous avez bougé de 0,1 mm. Voilà. Donc, vous avez une mesure, mais on va faire de la mesure indirecte. En général, ces comparateurs, donc,
il s'utilise avec des supports comparateurs. Vous voyez, on en voit un en bas là. On a un comparateur à levier, dit Pupitas. Des fois, vous aurez ce nom, on parlera de Pupitas. Et ben, vous mettez un support comparateur et puis on met la pièce sur un marbre, hein. On se positionne sur un marbre. Je les présente après. Voilà, bah tiens, les accessoires auxiliaires, le marbre, qu'est-ce que c'est? C'est la table que vous avez au milieu de l'atelier, c'est une grosse table qui est soit en marbre, soit en fonte stabilisée, soit en granit, et du coup c'est considéré comme parfaitement plat, et on se sert de ce marbre comme surface de référence. Voilà. Donc, quand on fait de la métrologie précise, on se met sur le marbre. Et puis, deuxième chose, il y a aussi ça, là, il faut qu'on vous les présente, c'est les cales étalons. Alors, les cales étalons, c'est quoi? Ce sont des cales rectifiées, super précises, et du coup, elles servent à faire notre étalon. Vous avez vu, pour l'exemple d'avant, là. Alors, je vais revenir un peu en avant, voilà. Avec le comparateur, on a besoin de faire un étalon. Par exemple, si on veut mesurer une cote de hauteur, là, c'est ce qu'on met dans l'exemple. Ben, vous allez faire les talons, vous allez vous mettre les talons, vous allez le mettre, si c'est une cote de, par exemple, de 30 plus ou moins 0, hein, vous allez faire avec des cales ici, soit prendre une cale de 30, soit si vous n'avez pas une cale de 30, faire un empilage de cales, par exemple prendre une de 10 et une de 20, vous les assemblez entre elles, ça fait 30, et vous allez pouvoir, on revient dessus, régler votre comparateur sur les talons. Donc vous allez mettre votre comparateur sur les talons, et puis vous allez régler l'aiguille à 0. Vous allez enlever les talons, et vous allez mettre la pièce à la place. Et du coup, si l'aiguille bouge, bah, comme ici, de 10 graduations, c'est-à-dire qu'il y a une différence de 1 dixième entre la pièce et les talons. Donc c'est-à-dire ça sera 30,1 ou 29,9 la valeur vraie, la valeur que vous mesurez. Ça dépendra effectivement du sens d'où est partie l'aiguille, si elle est partie à droite ou à gauche. Voilà pour les grandes généralités sur le mesurage et contrôle et sur ce cours. Là, il va y avoir un autre cours, ensuite, vous verrez en vidéo, sur le choix des instruments de mesure. C'est-à-dire que quand vous avez des cotes à mesurer, comment on fait pour choisir l'instrument de mesure? Qu'est-ce qui nous permet de déterminer l'instrument? Voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, on se rappelle bien, hein. On fait qu'est-ce qu'on peut noter, hein? On fait de la mesure et on fait du contrôle. Quand on fait de la mesure, on obtient une valeur. Quand on fait du contrôle, on sait juste si c'est bon ou pas bon. Et puis voilà, et après, grosso modo, nous dans l'atelier, on utilisera toujours des instruments à coulisses et des instruments à vis micrométriques. Après, il y en existe d'autres. Vous verrez en entreprise, vous entendrez parler aussi de MMT, machine à mesurer tridimensionnelle, qui là, c'est des instruments beaucoup plus précis que tous les instruments qu'on a et qui permettent en plus de faire du contrôle géométrique, ce fameux contrôle des formes de la pièce. Parce que là où on a parlé que du dimensionnel, hein, tout ce que je vous ai présenté, ça permet juste de faire du contrôle dimensionnel. Voilà.